Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Béni TV, la chaîne de ta grâce, à cette nouvelle session d'information de la soirée, les temps forts de ce journal. Les cérémonies d'ouverture des instituts EERACI des églises évangéliques du Réveil Agapé, les détails dans cette édition. Le Gabon tournée de l'archevêque Jean-Grégoire Méba dans les églises Chapelle de Vie de Port-Gentil, objectif communiquer sur le thème du mois de janvier. Le culte spécial de l'église piscine de Bethséda du Bénin, un culte pour rendre grâce à l'Éternel pour cette nouvelle année 2015. Et toujours au Bénin, la Cour constitutionnelle communique le nouveau au calendrier électoral. Bienvenue à cette nouvelle session d'information. Les églises évangéliques du Réveil Agapé d'Abidjan ont procédé à l'ouverture académique des instituts EERACI. Les détails avec Marie-Dominique Gomé. Les églises évangéliques du Réveil Agapé de Côte d'Ivoire ont procédé à la cérémonie d'ouverture des instituts EERACI le 8 janvier dernier à Yopougon, Trois-Rouges. Cette cérémonie a eu comme point essentiel la nomination du directeur des instituts EERACI en la personne du Dr Alfred Estican. Mais avant, l'équipe ainsi que les objectifs des églises évangéliques du Réveil Agapé ont été présentés aux invités. À cette occasion, l'accent a été mis sur les qualités intrinsèques de chacun des membres. Aux EERACI de la région d'Abidjan, il est le coordinateur principal de cette grande région. Je dois ce matin présenter le révérend Goï Marc Labobo. Le tout nouveau directeur des instituts EERACI s'est dit ravi d'être désigné comme premier dirigeant de ces établissements. Il a aussi et surtout focalisé son intervention sur l'importance de la formation des pasteurs. J'ai pris le Seigneur pour la grâce qui me fait diriger cette prestigieuse école, parce que je crois qu'il est important pour nous, c'est de Dieu, d'avoir la connaissance de l'Écriture afin d'encadrer l'Église selon le modèle divin. Un grand homme de Dieu, le nom de Dieu, disait ceci: le jour où vous cessez d'apparaître, vous commencez à briller. Prières et chants ont agrémenté cette belle cérémonie qui s'est achevée par la visite des locaux qui abriteront les cours de l'année académique biblique 2015. Visite clôturée par un partage fraternel. Direction à présent le Bénin, joie et louange à l'endroit du Seigneur à l'église La Piscine de Bethséda. Les fidèles, à travers un culte spécial, ont rendu grâce à l'Éternel pour la toute nouvelle année 2015 qui commence. Et durant ce moment particulier, le pasteur Josiane de Souza, fondatrice de l'église Piscine de Bethséda, a enseigné les fidèles sur le thème « L'importance de la prière fervente ». Un reportage de nos confrères de Béni TV Bénin. La joie était à son sommet ce dimanche. Il s'agit là des fidèles de l'église de la Piscine de Bethesda de Paou, accompagnés de quelques membres du personnel de Béni TV Bénin. Cette joie s'inscrit dans le cadre des remerciements adressés au Dieu créateur pour la nouvelle année. Hormis les louanges et adorations, les fidèles ont eu droit à la nourriture spirituelle, un message dont le thème est l'importance de la prière fervente.
Pour joindre l'acte à la parole, la prédication a fait place à d'intenses moments de prière et d'imposition de mains. L'occasion a été propice pour certains fidèles de rendre témoignage des bienfaits de Jésus dans leur vie. Notons qu'à l'église La Piscine de Bethesda, l'année 2015 a été placée sous le signe d'une année de récolte. En Côte d'Ivoire, une nouvelle étape vient d'être franchie dans l'évangélisation. Le ministère évangélique La Race des Vainqueurs devient désormais une église dirigée par le révérend pasteur Yeo Prosper. Cette nouvelle étape a fait l'objet d'un programme particulier le dimanche dernier au siège de la dite église. Christian Briot. Le révérend pasteur Yeo Prosper, président fondateur de l'église évangélique La Race des Vainqueurs, en abrégé et EURAV, a rangé en ordre de bataille ses fidèles ce dimanche 11 janvier 2015, car le sacerdoce rentre dans une autre dimension. Son ministère aborde une autre étape dans l'accomplissement de la vision. L'EURAV passe désormais du stade du ministère à celui de l'église. Une vision donnée clairement par le Seigneur à son serviteur, le révérend pasteur Yeo Prosper. À cet effet, un programme spécial a été organisé ce dimanche 11 janvier 2015 dans la commune de Koumassi, où toutes les églises EURAV se sont réunies pour immortaliser ce grand événement. Louange, pas de danse au son de la fanfare ont meublé ce moment de réjouissance. Une occasion bien choisie par le bishop Adadé Albert pour exhorter et bénir le peuple par la prière. Je prie que tu sois le canal pour le réveil. À la suite de ce moment de bénédiction, l'apôtre accueilli Paul a procédé à la présentation de la vision de l'Église à Christ, suivie d'une exhortation et la prise de la Sainte Seine, particulièrement marquée par la prière pour le nouveau baptisé. Ce programme spécial a pris une allure festive avec la prestation des chantres de l'Éternel, venus apporter leur soutien à l'événement. L'église évangélique La Race des Vainqueurs rentre dans cette année 2015 sous de meilleurs auspices en vue d'appréhender les grands défis pour la gloire du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Direction à présent le Gabon où l'archevêque Jean-Grégoire Meba, surintendant mondial des églises Chapelle de Vie, a visité les églises Chapelle de Vie de Port-Gentil. Objectif, communiquer le thème du mois de janvier basé sur comment rebâtir les fondements dans les églises. En ce deuxième dimanche du premier mois de l'année 2015, l'archevêque Jean-Grégoire Meba, surintendant mondial des églises Chapelle de Vie, a bien voulu visiter les chapelles de Port-Gentil pour communiquer le thème de ce mois qui est tiré du psaume 11 au chapitre 3 afin de rebâtir les fondements dans l'église. Suivons. Et quand les fondements sont mauvais, tu périras. Je vais établir les fondements du culte. Cet enseignement va te montrer comment rentrer au culte, ce qu'il faut faire au culte, qu'est-ce que le Seigneur attend de toi pendant le culte. Parce qu'il dit à ton frère, le culte, c'est le lieu où tous tes problèmes trouvent solution. Le culte est un service rendu à Yahvé. Donc le temps venu, le culte est le service le plus exigeant. Le culte est le service le plus exigeant et le plus dangereux au monde. Il n'y a pas une réunion comme ça. Selon ces principes établis par lui. Car rendu à Yahvé selon ses principes et non selon les nôtres. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Voilà. Et tant que tu ne maîtrises pas, le culte ne peut pas te bénir. C'est des choses que vous devez maîtriser. C'est la parole.
tout ce que tu fais pour le Seigneur, tu dois le faire en conformité avec ses exigences. Et le pape François est en visite au Sri Lanka. Cette visite s'inscrit dans le cadre interreligieux. Durant sa visite, le souverain pontife a plaidé pour l'unité et la réconciliation. Le pape François poursuit ce mercredi son voyage au Sri Lanka, une visite qui se veut consacrée au dialogue interreligieux. Au cours de sa première journée ce mardi à Colombo, le souverain pontife a déjà plusieurs fois évoqué la réconciliation et l'unité. Le Sri Lanka a été le théâtre d'une guerre civile entre 1983 et 2009 entre la majorité singalaise, bouddhiste, et les rebelles de la minorité tamoule de religion hindoue. Les tensions restent vives entre les communautés. Pour preuve, la rencontre organisée ce mardi autour du pape, des témoins parlent d'une ambiance glaciale entre les représentants des différentes confessions. Dans son allocution, le pape a souligné que, je cite, « Pendant trop d'années, les hommes et les femmes de ce pays avaient été victimes de la guerre civile et de la violence. Pour le bien de la paix, a-t-il ajouté, on ne doit pas permettre que les croyances religieuses soient utilisées abusivement pour la cause de la violence et de la guerre. » Plus tôt dans la journée, François a effectué une visite de courtoisie au président de la République. Maithripala Sirisena a été élu il y a quelques jours à la tête du pays. Il a battu le président sortant pourtant favori. Là encore, le pape a plaidé pour l'unité nationale et pour la réconciliation. Et toute autre chose à présent, direction le Bénin. Les dates des élections au Bénin sont désormais connues. C'est le 26 avril pour les législatives et le 21 mai pour les municipales. Le calendrier électoral avait été retardé pour cause de correction et d'actualisation de la liste électorale permanente informatisée. Et puis, le processus électoral est donc en marche, mais l'opposition émet des réserves. Au Bénin, les législatives se tiendront le 26 avril et les municipales le 31 mai. C'est la décision rendue publique par la Cour constitutionnelle le 9 janvier dernier. Cette nouvelle donnera un coup d'accélérateur au processus électoral qui a connu un retard, notamment dans la correction de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI. Les élections législatives doivent avoir lieu impérativement le 26 avril 2015. Les élections municipales, communales et locales, quant à elles, doivent se tenir le 31 mai 2015. Selon la Cour constitutionnelle, la nouvelle liste électorale devra être mise à la disposition de la Commission électorale nationale autonome au plus tard le 15 janvier. Au cas contraire, l'on fera recours à la liste de 2011. Cette liste de 2011 est l'objet de critiques, de dénonciations et est responsable en grande partie du conflit sociopolitique qui a opposé et qui oppose encore le pouvoir en place depuis 2011 à une large partie de la classe politique et de la société civile béninoise. Cette liste de 2011, contestée de toutes parts, dont le président de la République lui-même, le jour du vote, a reconnu l'imperfection, ne peut pas objectivement servir aux élections prochaines sans créer des dégâts. Le nouveau Parlement doit être installé le 16 mai prochain au Bénin. Ces derniers mois, l'opposition a beaucoup critiqué le pouvoir sur le retard accusé dans l'organisation de ces élections. Le Bénin devra élire un nouveau président en 2016. Le président Boni Yayi, au pouvoir depuis 2006, promet de ne plus briguer un nouveau mandat. Mais l'opposition se montre toujours réservée. À peine constitué que le nouveau gouvernement malien est déjà au travail, le premier conseil des ministres s'est tenu ce lundi et parmi les priorités, la signature d'un accord de paix avec les groupes armés du nord du pays. Pas une minute à perdre. Moins de 24 heures après sa formation, le nouveau gouvernement malien entre en scène. Le Premier ministre Modibo Keïta a réuni son premier conseil de cabinet ce lundi. L'occasion de passer en revue ses priorités. En tête de liste, l'aboutissement d'un processus de paix avec les groupes armés du Nord. Les objectifs qui sont assignés très clairement par le président au Premier ministre et donc à son nouveau gouvernement, c'est continuer les négociations d'Alger pour arriver à un accord qui satisfasse tout le monde, c'est-à-dire qui respecte l'intégrité territoriale du Mali,
qu'il y ait la réconciliation entre tous les Maliens qui tiennent compte de toutes les sensibilités du peuple malien. Autre défi, la restauration de l'autorité sur l'ensemble du territoire malien, notamment dans la partie nord occupée par des groupes armés. Dans la ville de Kidal notamment, plusieurs bâtiments administratifs ont été assiégés par des rebelles. Les groupes, entre guillemets, rebelles maliens qui occupent ces administrations, les sièges de ces administrations, sont dans la surenchère, ça on le sait, parce que les négociations sont en train d'aller presque vers leur terme. Donc il s'agira de rétablir. Et le fait qu'il y ait quand même des Touaregs dans le nouveau gouvernement augure, sans excès d'optimisme justement, de cette possibilité justement du rétablissement de l'autorité de l'État. Sur le plan sécuritaire également, l'enjeu est de taille. Malgré la présence des forces de la MINUSMA, la situation reste volatile dans le nord, théâtre ces derniers jours d'une série d'attaques et d'affrontements entre groupes armés. Et nous nous rendons à présent au Cameroun. Violence et encore violence. Boko Haram continue ses attaques terroristes. Le lundi, le groupe islamiste a attaqué la base militaire de Kolofata dans le nord du Cameroun. Cette offensive a fait 143 morts dans les rangs des islamistes selon le gouvernement camerounais. Boko Haram met ses menaces à exécution et exporte sa violence au-delà des frontières du Nigeria. Le groupe islamiste radical a lancé une vaste offensive ce lundi contre une base militaire de Kolofata dans le nord du Cameroun voisin. Cette offensive, qui a fait 143 morts dans les rangs des islamistes selon le gouvernement camerounais, intervient alors que Boko Haram sème la mort et la destruction depuis plusieurs jours à Baga, dans le nord-est du Nigeria. Plusieurs centaines de personnes y auraient été massacrées et plusieurs dizaines de milliers d'autres seraient en fuite. Les attaques dans la ville de Baga, dans l'état de Borno, les 3 et 7 janvier ont déplacé environ 150 000 personnes. Il s'agit d'estimations de l'agence d'urgence de l'état de Borno, car l'accès en toute indépendance à la zone n'est pas possible pour le moment. Il faut donc que ces chiffres soient vérifiés par les Nations Unies, a réagi Jens Lerke, porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU. Les exactions attribuées à Boko Haram se sont intensifiées ces derniers mois, le groupe ne reculant devant rien, comme samedi à Maïdougouri, où c'est une fillette d'une dizaine d'années seulement qui a été envoyée se faire exploser dans un marché très fréquenté. Incapable de faire face, l'armée nigériane a appelé ce week-end la communauté internationale à l'aide. Et nous abordons l'actualité économie dans ce journal. La baisse continue du prix du baril de pétrole sur le plan international a des répercussions sur les pays producteurs de l'or noir, surtout en Afrique. Au Gabon, le gouvernement va réajuster le budget 2015 pour faire face à la situation. Notons que le pétrole représente entre 50 et 60% des revenus du pays. Les taux se resserrent sur les pays producteurs de pétrole. Pour faire face à la chute vertigineuse des cours mondiaux, certains n'hésitent pas à prendre des mesures drastiques. C'est le cas notamment du Gabon qui envisage de réajuster son budget 2015. Il faut dire qu'en dépit des efforts consentis par le gouvernement en matière de diversification de son économie, celle-ci demeure fortement tributaire de la rente pétrolière qui représente entre 50 et 60% des revenus de l'État et près de 80% de ses recettes d'exportation. Je ne vois pas comment est-ce que l'État gabonais pourrait se passer, si vous voulez, d'une révision du budget, dans la mesure où c'est pratiquement un phénomène qui touche tous les pays pétroliers, et le Gabon en particulier, vu sa dépendance vis-à-vis des recettes d'exportation, qui est semblable à peu près à un pays comme l'Algérie, qui aujourd'hui a demandé, par exemple, à l'Arabie Saoudite de baisser sa production. Donc, de mon point de vue, c'est un passage obligé pour tous les pays pétroliers. Une urgence donc, d'autant plus que l'agence de notation Fitch Ratings a récemment abaissé les perspectives du pays de stable à négative, anticipant une chute de 20% de la valeur du pétrole produit par le Gabon en 2015. Une évaluation pourtant basée sur un cours de $83 le baril de brut contre $50 actuellement. La poursuite de la conjoncture pétrolière défavorable, dont certains experts estiment qu'elle pourrait durer plus longtemps que prévu, appelle du gouvernement une gestion prudente pour garantir la stabilité macroéconomique.
Pour rappel, le projet de loi de finances 2015 du Gabon, arrêté en octobre 2014, prévoit un budget de 3 188,7 milliards de francs CFA. Et toujours dans la rubrique économie, depuis une dizaine d'années, le secteur économique africain connaît une grande pénétration bancaire. En une décennie, plus d'une dizaine de groupes bancaires ont réussi à se partager le marché aux côtés de grandes banques étrangères. En 2014, la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, a déjà pris des mesures rendant 19 services bancaires gratuits. Mais malgré les efforts déployés, le taux de bancarisation demeure très faible sur le continent. Le secteur bancaire africain connaît aujourd'hui une grande croissance. Les établissements financiers se créent de plus en plus. Sur le continent, de grands groupes bancaires panafricains se sont installés. Ainsi, ils sont une dizaine à conquérir un marché qui est en plein essor. Mais le taux de bancarisation n'est pas encore à la hauteur des attentes des acteurs du monde financier. Dans l'espace UEMOA en 2012, ce taux s'élevait à 7%. Au Burkina Faso, il est de l'ordre de 10% et frôle souvent les 5% dans certains pays comme le Niger. Les services financiers demeurent encore inaccessibles pour de nombreux citoyens. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCEAO, s'inscrivant dans une dynamique de développement du taux de bancarisation, a en 2014 pris des mesures pour alléger le quotidien des populations. Ceci a permis de rendre gratuit une dizaine de services bancaires, une mesure salutaire selon certains observateurs. Mais la géographie bancaire est-elle favorable aux populations? Quelles sont les perspectives pour un accroissement du taux de bancarisation sur le continent? Avec 5% de croissance ces dernières années et une population qui va doubler en l'espace de 20 ans, le continent africain a un important potentiel de développement. Toutefois, son système financier est encore balbutiant. Les banques sont là, il y a du business à faire et vous n'êtes pas sans savoir que tous les spécialistes s'accordent à dire que le prochain relais de croissance est l'Afrique qui présente un potentiel énorme, aussi bien en termes de ressources naturelles, en termes de population, donc c'est un réservoir de consommation. Depuis plus d'une dizaine d'années, le secteur bancaire connaît une croissance sur le continent. Le Burkina Faso, par exemple, est passé de 7 banques en 1997 à une dizaine aujourd'hui. Mais le développement des banques en Afrique est la preuve que la demande est encore là, que le besoin de financement est encore réel. Le manque de développement du taux de bancarisation réside donc au niveau actuel de nos populations et nous pensons qu'avec le travail que les banques sont en train de réaliser sur le terrain, ce taux connaîtra une bonne croissance d'ici là. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Merci de nous avoir suivis et merci de nous rester fidèles. Le programme se poursuit sur la chaîne des Bénis. Que Dieu vous bénisse.